cœur de Paris, des pierres racontent encore l'histoire d'une ville qui s'est agrandie, qui s'est transformée. Paris s'est en effet entouré d'enceintes à travers les siècles. Pourquoi ? Pour se protéger, pour se définir. Ces murs sont autant de cicatrices que de promesses. Aujourd'hui, nous suivons leurs traces, de Lutèce jusqu'au périphérique. Au IIIe siècle, l'Empire romain vacille. Les barbares menacent. Lutèce se replie sur l'île de la Cité. Là, en 308, on élève un rempart de 2,5 mètres d'épaisseur, bâti avec des pierres venues des arènes et probablement du théâtre abandonné. Quelques pierres subsistent encore sous le parvis de Notre-Dame. Ce premier mur n'est pas une frontière, mais une forteresse de survie. Durant l'époque carolingienne, une enceinte se met en place uniquement sur la rive droite. Cette enceinte parcellaire n'a laissé que peu de traces. En 1190, le roi Philippe Auguste part en croisade. Avant de quitter Paris, il décide de l'entourer d'un rempart. Début XVIIe, l'érudit Jacques Dubreul écrit « Le roi Philippe Auguste, homme de grand courage et pourveux à toutes choses nécessaires, fit clore Paris d'une forte muraille flanquée de tours, depuis la porte Saint-Victor jusqu'à la porte Saint-Honoré, tant d'un côté de la rivière comme de l'autre. » Imaginez un mur long de plus de 5 km, épais, près de 3 mètres à la base, haut de 6 à 9 mètres, couronné d'un chemin de ronde crénelé. Tous les 60 mètres environ, une tour vient renforcer la courtine. 77 tours au total. Ce rempart englobe l'île de la Cité, la rive droite commerçante, la rive gauche universitaire, les maisons mais aussi les pâturages, les champs, de façon à conserver des denrées sur pied, indispensables pour soutenir un siège. Une forteresse domine l'ensemble, le Louvre. Ce n'est pas vraiment un palais, mais un verrou militaire, avec son immense donjon circulaire relié à l'enceinte. Le Paris fortifié de Philippe Auguste, c'est le premier Paris conscient de sa puissance. En face du Louvre, la célèbre tour de Nesle, aujourd'hui disparue, représentée dans ce tableau début XVIIe, lors d'un hiver au cours duquel la Seine fut gelée pendant plusieurs semaines. Cette tour rue des Francs-Bourgeois, la numéro 10, a été sauvée de la démolition. Seule sa base en pierre appartient à l'enceinte de Philippe Auguste. Cette tour ronde présentait une excellente résistance aux engins de siège et permettait de tenir les assaillants sous le tir croisé des flèches. De nombreux fragments se cachent encore dans Paris. Rue Clovis, rue du Louvre. Ces vestiges racontent une ville qui se serre contre ses murailles, mais qui commence aussi à déborder. Au XIVe siècle, Paris déborde ses murailles, qui ne protègent plus vraiment face à de nouvelles armes de siège. Il faut empêcher l'approche de l'adversaire, prévoir de larges fossés devant les murs et installer des machines de jet sur les terrasses des tours. Entreprise dans la deuxième moitié du XIVe siècle par Charles V, la fortification est achevée vers 1420. Sur la rive droite, l'enceinte progresse jusqu'au Grand Boulevard. 5 km de murailles. On y ajoute des bastions, des tours, un grand fossé, des portes. Ces portes sont au nombre de 6. Ce sont les points faibles de la fortification. Aussi sont-elles condamnées à la moindre alerte. Derrière moi, vous avez la porte Saint-Denis. Alors, ce n'est pas celle de l'enceinte de Charles V, mais celle du XVIIe siècle sous Louis XIV.
Il faut davantage l'imaginer avec une bastide pourvue d'une herse. Grâce à un pont dormant, puis à un pont-levis en bois relevé par un système à bascule, on franchit le fossé. Pièce maîtresse de ce dispositif, la forteresse de la Bastille. Elle permet au roi de sortir secrètement de la ville. C'est à la fois un sas de contrôle, un arsenal et un coffre-fort pour la royauté. Ces grands boulevards que nous connaissons aujourd'hui suivent l'ancien tracé du mur. Ce sont d'anciens fossés. À l'époque, cette enceinte entoure probablement 250 000 habitants. Vers 1600, tout l'espace inclus dans l'enceinte de Charles V est urbanisé. Pour protéger les Tuileries et certains faubourgs, Richelieu fait bâtir l'enceinte des fossés jaunes. Pourquoi jaune ? Peut-être l'aspect des terres remuées. Peut-être la couleur représentant l'enceinte sur les plans de l'époque. Cette enceinte prouva son efficacité quand la ville subit les attaques des troupes royales durant la Fronde en 1649. Le XVIIIe siècle. On ne construit plus des murailles pour la guerre, mais pour l'argent. Les fermiers généraux percevaient des droits sur les marchandises entrant dans Paris, bien moins élevés à Paris. Comme les limites fiscales de Paris étaient fluctuantes avec l'accroissement de l'agglomération, cette situation favorisait la fraude. Un mur d'enceinte entoure Paris à partir de 1785, percé dans un premier temps d'une cinquantaine de barrières. La rotonde de la Villette, construite par Claude-Nicolas Ledoux et située actuellement dans le 19e arrondissement, était l'une des barrières du mur des fermiers généraux, avec des bureaux pour la perception de l'impôt venant des routes des Flandres et de Soissons. L'enceinte des fermiers généraux n'est pas militaire, c'est une barrière fiscale. Ces murs ne protègent pas, ils irritent. Symbole d'injustice et de contrainte, ils seront en partie abattus à la Révolution. Ils sont définitivement détruits en 1860. Dernier rempart, l'enceinte d'Adolphe Thiers, président du Conseil, bâtie à partir de 1841. 18 km, 94 bastions, 17 portes monumentales. C'est un véritable verrou militaire autour de Paris. Quelques vestiges sont encore visibles dans le 17e arrondissement. Dans l'actuel jardin Clermont, le vestige du bastion 45, construit en 1842-1843. Nous sommes devant la poterne des Peupliers, l'entrée dans le 13e arrondissement. Alors il ne reste au final que peu de vestiges de l'enceinte de Thiers. Cette enceinte devait protéger Paris, mais en 1919 on l'a détruit. Son fantôme reste toutefois là, tout autour de nous. Le périphérique aujourd'hui suit exactement son tracé. D'enceinte en enceinte, Paris s'est dessiné, resserré, agrandi. Ces murs disent la peur des invasions, l'affirmation du pouvoir ou encore la soif de contrôle. Aujourd'hui, il n'en reste que des traces éparses. Mais en suivant leur fil, on lit encore l'histoire de la ville. Prochain épisode, Notre-Dame. 1000 ans de secrets sous ces pierres.